Monsieur le grand imam de Bordeaux, Madame la directrice de l'IFEAC, chère Catherine, Monsieur le vice-président de la Haute-Sa, cher Chingiz, Mesdames et Messieurs, chers amis, je suis très honoré d'ouvrir aujourd'hui à Bichkek cette table ronde de l'IFEAC, Institut français d'études sur l'Asie centrale, consacrée à un échange d'expériences sur le traitement de la radicalisation islamiste. Il s'agit d'un sujet grave, un sujet qui inquiète, mais je ne voudrais pas l'aborder avec pessimisme ou noirceur. Donc permettez-moi d'abord de parler de la France, un pays ouvert sur le monde. Difficile d'estimer le nombre, la population musulmane de France. Il faut s'entendre sur la définition. Et en France, on ne fait pas de recensement de la population sur des bases religieuses ou ethniques. La loi l'interdit. Mais bon, des études sérieuses montrent que la France est, avec l'Allemagne, et loin derrière la Russie, le pays d'Europe qui compte le plus grand nombre de musulmans. Entre 5 et 6 millions de personnes, à peu près la population du Kurdistan. Sur une population française de 67 millions d'habitants. En France, au sein de la population dite de culture musulmane, une partie seulement est pratiquante. Et parmi celles-ci, les chiffres aussi prêtent à débat, mais disons, pour reprendre un nombre annoncé par l'ancien Premier ministre français, Manuel Valls, compte entre 10 000 et 20 000 personnes qui sont considérées comme radicales, c'est-à-dire adeptes d'un certain retour à l'islam des origines, salafistes ou fiché S, comme disent les services. Donc la question qui nous préoccupe est donc celle-ci finalement, comment 99,97% de la population française doit-elle s'organiser pour gérer la menace que représentent ces 0,03% en estimation haute de radicaux? La question se pose, car cette radicalisation, qui est le sujet de la conférence, débouche sur le terrorisme islamiste. Et ce terrorisme, qui est le fait d'une poignée d'hommes, plus ou moins organisés, frappe durement la France depuis le début des années 2010 et pose de grands défis à nos sociétés européennes. Un défi à nos démocraties. Comment renforcer la sécurité de tous sans atteindre aux libertés? Comment éviter la tentation nationaliste quand on regarde les résultats, par exemple, de la dernière élection en Hongrie? Ça pose un défi à nos nations. Un des critères de définition de la nation, c'est la volonté de vivre ensemble. Comment continuer de vivre ensemble quand chaque nouvel attentat sème le poison de la discorde entre les communautés? Ça pose un défi à la laïcité aussi. La laïcité, ça veut dire que l'État est impartial par rapport aux confessions religieuses. La laïcité, ça veut aussi dire, c'est aussi la liberté religieuse, dans les limites du respect de l'ordre public. Comment concilier les deux, liberté religieuse et ordre public? Et ça pose aussi un défi à l'entendement, car je pense qu'on en parlera dans la conférence. Dans la radicalité djihadiste, il y a une opposition à la vie même, un culte irrationnel de la mort, et donc comment ramener les gens à la raison, ou faire de ceux qui l'ont perdu. Voilà la situation. Mais la bonne nouvelle, c'est que la France a choisi de rester elle-même, je dirais. La réponse française est de protéger les citoyens tout en respectant l'état de droit. Rien céder sur les libertés.
c'est de faire preuve de vigilance, tout en restant ouvert sur l'Europe et sur le monde. C'est un peu dans ce sens que la nation française s'est exprimée lors de l'élection présidentielle de mai 2017 dernier. Cela ne veut pas dire que rien ne change. Je voudrais signaler, comme représentant de l'État, les dernières mesures. Premièrement, la nouvelle loi qui renforce la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme en France, entrée en vigueur en novembre dernier, qui remplace ce qu'on a appelé l'état d'urgence. Elle prévoit beaucoup de mesures, mais elle prévoit par exemple la fermeture de lieux de culte lorsque l'apologie du terrorisme y est faite. Elle prévoit la possibilité de sanctions contre des fonctionnaires qui présentent des risques de radicalisation. Deuxième élément des dernières mesures, le plan national de prévention de la radicalisation, qui a été lancé en France le 23 février dernier, il n'y a même pas 2 mois. Il prévoit des mesures dans les prisons, d'isoler les détenus radicalisés dans des quartiers étanches, séparés des autres. Il prévoit des quartiers d'évaluation de la radicalisation dans les prisons, également. Ce plan national prévoit aussi plus de contrôle sur la société, sur les écoles hors contrat, où des messages peuvent être passés. Sur Internet aussi, plus de contrôle sur ce qui se dit sur Internet. Il prévoit aussi des prises en charge, c'est très complexe, de tout ce qu'on appelle les revenants du Levant, c'est-à-dire les anciens combattants, les épouses et les mineurs qui ont été élevés dans les combats en Syrie ou en Irak et qui reviennent en France et qu'il faut bien réintégrer dans la nation. Voilà pour la France. Alors un mot sur le reste du monde de ma part, simplement pour rappeler que l'Europe n'est pas la première zone touchée par le djihadisme, loin s'en faut. Par exemple, en 2016, on dit que 97% des morts et 87% des attaques se sont produites au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie du Sud. Ici, nous sommes au Kyrgyzstan. Et la deuxième bonne nouvelle, j'ai envie de dire, me semble-t-il, c'est que le Kyrgyzstan a décidé, comme la France, de rester lui-même. C'est pour ma part ce que je retiens de la marche de la démocratie kirghize et du fonctionnement des institutions, et aussi de la très intéressante conférence sur l'islam dans un État laïque moderne qui a eu lieu ici, à Bichkek, en septembre dernier. Enfin, je suis impatient d'attendre les avis sur ce point. Voilà, donc pour terminer, parce que le phénomène de la radicalisation djihadiste est mondial, il se joue des frontières, il nous concerne tous et il nous appelle à réagir ensemble. Il existe une excellente coopération franco-kirghize opérationnelle dans la lutte contre le terrorisme islamique et le suivi des revenants du Levant. Il faut aussi coopérer dans la réflexion et dans la prévention. Et donc je remercie l'UFEAC ainsi que l'Université américaine d'Asie centrale et l'Institut français pour l'organisation de cet échange d'expériences de ces 2 jours. Je remercie tous les experts de s'être déplacés, d'être venus de France ou du Kyrgyzstan pour cette conférence. Les bonnes nouvelles, ce sont aussi des actions, c'est aussi ce séminaire. Et c'est le meilleur hommage, je crois, que nous pouvions rendre aujourd'hui au colonel Beltrame. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite de fructueux travaux. Merci.